Valérie est une patiente d'une quarantaine d'années. Lorsqu'elle est venue me rencontrer la première fois, c'était suite à une décision de justice qui visait sa protection. Elle occupait un poste d'ingénieur en communication dans une grande entreprise, jusqu'au jour où son collègue et ami, après avoir reçu un email assassin du chef de pôle, décida de se défenestrer pour se donner la mort sur son lieu de travail. Les enquêteurs découvrirent une situation de harcèlement et décidèrent de protéger la patiente et deux autres de ses collègues, victimes d'une maltraitance importante et évidente de la part de deux supérieurs. Les emails découverts étaient d'une telle intensité et d'une telle violence qu'il fut donc décidé un éloignement du travail. C'est ce que la procureure m'avait indiqué lorsqu'elle m'avait appelé pour que je confirme que la patiente était bien reçue, procureure inquiète par un potentiel autre suicide. Alors Chloé Blacher ce matin parlait de la clinique du Brut. J'ai l'habitude de parler de la clinique in medias res, comme on peut le dire en littérature ou en cinéma. C'est-à-dire la cure débute et dans l'écoute du discours tenu par le patient à ce moment-là, vous entrez au cœur de l'action, dans le vif de la souffrance ou de l'événement conduisant à la consultation. Valérie, effondrée par la mort de son camarade, commence sa psychothérapie avec une séance quotidienne et je note 3 points principaux. Premièrement, le délaissement manifeste de sa présentation. Elle ne se lavait plus et elle portait le même jogging pour dormir, pour être à la maison et pour sortir. Lorsqu'elle cherchait son portefeuille dans ses poches, des croquettes de chien tombaient par terre et elle avait toujours de la boue jusqu'aux genoux car occupait ces après-midi à promener son animal de compagnie dans les forêts à proximité. L'odeur et la saleté qu'elle laissait dans mon cabinet après son passage m'avaient même poussé à ne plus prendre de rendez-vous après elle afin de garantir du temps pour le nettoyage et pour l'aération de l'espace. C'est son rapport à l'alimentation, au sommeil et aux autres besoins fondamentaux qui avait justifié cette fréquence de rendez-vous importante. Elle reconnut plus tard d'ailleurs que cette rythmie avait contribué à maintenir chez elle un cadre et une organisation dans le temps. Deuxièmement, son envie suicidaire et un certain épuisement. Elle culpabilisait de ne pas avoir réussi à sauver son amie et de ne pas avoir été efficace dans ses tentatives pour lancer l'alerte. Pourtant, sur la fin, elle avait fait ce qu'elle n'avait jamais réussi à faire précédemment dans sa vie, c'est-à-dire se défendre. Un papier était sorti grâce à elle dans Mediapart. Elle avait envoyé plusieurs courriers aux ressources humaines et à la direction pour dénoncer certains faits. En séance, elle avait d'emblée placé les événements dans lesquels elle était prise à la suite d'une longue lignée d'autres éléments, lignée débutant tôt dans son enfance. De cette chaîne, faite de violence et d'agression, c'est la première fois qu'elle avait tenté de se défendre. Enfin, vous l'avez compris, de défendre son collègue sans véritablement prendre la mesure de ce qu'elle vivait elle aussi. Troisième point que je notais, c'était la place qu'elle donnait aux réseaux sociaux. Elle passait son temps à scroller les feeds d'actualité sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Elle avait toujours son téléphone en main et en partant à la fin des séances, elle vérifiait systématiquement qu'elle ne l'oubliait pas, son téléphone. C'est l'examen de ces manifestations qui avait révélé cette accroche. Un jour, en allant la chercher en salle d'attente, je la découvris à garde, les yeux figés sur son écran. Il m'a semblé important d'examiner cette consommation visuelle. Que regardiez-vous ? Avant d'associer librement la règle fondamentale, installez-vous et décrivez ce fil d'actualité. Elle dit alors : les photos de vacances de mon meilleur ami, une recette de cake facile au micro-ondes, une vidéo d'enfants désemparés dans les ruines à Bagdad, une vidéo drôle avec des bébés chats, une dispute violente entre un antivax et des soignants, le post d'une collègue fière de sa promotion, une photo montrant des corps alignés recouverts de draps blancs près de l'aéroport de Kaboul, et enfin une vidéo drôle de la nièce essayant de manger des petits pois avec une fourchette. Pourquoi ces points sont-ils importants ? Comment cette clinique s'articule-t-elle avec la question du traumatisme et quels sont les éléments qui pourraient être retenus pour la conduite des cures ? Au risque de faire répétition, je vais rappeler une dimension théorique centrale pour comprendre mon articulation. Dans la métapsychologie freudienne du traumatisme, il y a 3 périodes.
Le docteur Mendes, ce matin, a proposé une chronologie avec quatre temps. Vous allez voir que en fait, les 4 temps, je les ai fondus dans mes 2 premiers temps, et je rajouterai à ces 4 points l'avancée de 34. Premier temps, la théorisation entre 1895 et 1920, puis le tournant de 1920, puis l'avancée de 34. Entre 1995 et 1920, il y a 2 temps. D'abord, jusqu'en 1905, Freud parle d'une action réelle, confusionnante, dans les relations entre enfants et adultes, aboutissant à la constitution de l'origine traumatique des névroses. Il évoque un événement traumatogène originaire que la vie psychique ne peut pas traiter durant le prépubertaire, et la présence d'une deuxième représentation dans le pubertaire ou après, réactualisant le souvenir traumatique et responsable de l'émergence des symptomatologies. C'est le phénomène de l'après-coup, principalement décrit dans les études sur l'hystérie. Après-coup, donc, qui permet à Freud de développer le concept de refoulement, de réminiscence, mais aussi d'économie psychique par le débordement des défenses du moi. Ensuite, jusque 1920, il abandonne sa neurotica, développe les théories sexuelles infantiles, relativise l'événement traumatique réel en donnant une place au fantasme inconscient et au fantasme originaire dans ce qui tisse la réalité psychique. À partir de 1920, et Dr Mendes a rappelé la question de la pulsion de mort ce matin, c'est un changement décisif avec l'individualisation par Freud de la compulsion de répétition. Il semble donc plus être question d'un excès d'excitation en lien avec un événement interne ou externe, mais d'un défaut de par-excitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que l'angoisse éprouvée n'est pas l'angoisse des castrations, mais c'est l'Iflosigkeit, la détresse primitive, cette détresse qui paralyse, c'est l'effroi devant le traumatisme, et on peut penser là à tout ce que disait Jean-Baptiste Leboui ce matin. C'est la détresse qui réactive des éprouvés primaires de passivité. Ce n'est pas la représentation qui est traumatique, c'est la passivité, qui déclenche d'ailleurs des mécanismes de défense qui visent la maîtrise pour atténuer les charges affectives. Autrement dit, on n'est plus dans le domaine du refoulement des représentations, mais bien dans celui de la non-inscription dans l'événement dans le processus de représentation, c'est-à-dire dans la dimension symbolique. C'est quelque chose de cette trace non symbolisable qui se traduirait par des agirs compulsifs hors de toute réminiscence. La répétition est alors une tentative de guérison, de maîtrise rétroactive d'une passivité insupportable. Enfin, troisième tournant dans la métapsychologie freudienne du traumatisme, c'est dans l'homme moïsme et le monothéisme, à la suite des échanges avec Ferenczi, entre 27 et 33. Freud, en 34, du coup, envisage 2 destins au traumatisme. Un destin positif et organisateur de la personnalité, même dans les processus de répétition et de remémoration, et un destin négatif et désorganisateur, le traumatisme créant une enclave dans la vie psychique. Cette enclave serait le résultat d'un éprouvé de passivité toujours libre, du fait que la trace mnésique traumatique s'inscrirait dans la vie psychique comme trace absente, mobilisant du coup du moins toujours plus de défense. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Comme disait Winnicott en 65, ce qui fait traumatisme, ce n'est pas la qualité de l'événement vécu, ni son originalité. C'est pour ça que nous sommes tous si différents face aux événements potentiellement traumatogènes. C'est l'imprévu d'une rencontre avec quelque chose qui touche au réel de la mort, du vide, de la solitude. Ce qui est traumatique, c'est la situation de détresse ressentie par le sujet qui ne peut pas maîtriser, y compris face au fantasmatique éventuellement développé ensuite. Le traumatisme, surtout lorsqu'il est précoce, entraîne une expérience de ce qui n'a pu avoir lieu. C'est une expérience douloureuse négativante qui peut correspondre à ce que Bokanovsky a appelé l'autodéchirure dans le moi et dans la relation d'objet. Une fois qu'on a bien en tête ce fil au niveau théorique, qui va donc de l'étude d'un débordement des défenses de l'être à la recherche d'une réalité manquante, en passant entre les deux par la question du souvenir refoulé et de l'après-coup, on peut revenir à la clinique.
lorsque Valérie a précisé « De toute façon, c'est comme ça depuis toujours, ça se répète ». Je lui ai demandé d'en dire plus. Entre ses 3 ans et ses 5 ans, elle était maltraitée par sa grande sœur de 10 ans, son aînée. Elle était régulièrement emmenée aux urgences par suite de blessures importantes, 12 fois en 2 ans, comme cela est indiqué dans son carnet de santé. Personne ne disait rien, elle non plus. À 7 ans, une petite fille lui coupe les cheveux dans la cour de récréation. Elle ne dit rien parce que c'était sa seule copine, la maîtresse n'avait rien remarqué, et lorsqu'elle en avait parlé à sa mère le soir, celle-ci avait répondu « Ça te va bien aussi les cheveux courts ». Personne n'en dira plus rien, elle non plus. À 8 ans, elle fut giflée par sa grande sœur dans la nuit, car en trébuchant dans l'escalier pour aller aux toilettes, elle avait fait du bruit et l'avait réveillée. Le père, venu voir ce qu'il se passait, agacé, laissé par rail, demanda à sa sœur de retourner se coucher. Lorsque Valérie avait précisé avoir été frappée, le père avait répondu « Valérie, il est 3 heures du matin, on peut dormir ?» Rien de plus ne fut dit, par elle non plus. À 13 ans, elle fut abusée par son plus jeune oncle. La mère était au courant, la grande sœur également, mais il fallut garder le secret pour ne pas énerver le père et parce que sinon la famille serait coupée en deux. On n'en parla plus, elle non plus, et le secret organisa depuis la relation familiale. Je ne vais pas développer le reste de l'anamnèse, vous aurez compris que c'est un enchaînement malheureux de personne ne dit rien, elle non plus. 30 ans d'un corps blessé, humilié, attaqué, et d'une vie psychique en souffrance, incapable de se défendre et empêtré dans les silences et dans les secrets. C'est ça qui fit traumatisme, pas fondamentalement les événements, mais les silences et les secrets. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'autre, avec un grand A barré, ici la police, intervienne enfin pour la protéger, la sécuriser, et surtout pour dire stop. Parce qu'il n'est jamais trop tard, c'est aussi ça la clinique de l'espérance, elle débute une psychothérapie, et elle parle de son histoire, elle l'a dit, elle se révolte, elle se met en colère, elle se demande si elle ne peut pas commencer à construire en elle un moyen de se défendre. Vous comprendrez maintenant pourquoi ce rappel théorique de la métapsychologie freudienne du traumatisme était important. Ce qui fait traumatisme n'est pas l'événement en soi, même si ça participe, ni toujours fondamentalement on le dit, car parfois on se situe en deçà. Ce qui fait traumatisme, c'est une absence, un vide, et parfois une parole qui n'est pas dite. C'est une représentation qui manque à l'endroit de la passivité, et les manifestations symptomatologiques, la répétition, les agirs, visent une recherche de représentation. Ferenczi a bien développé comment le traumatisme peut naître du désaveu qui entoure un événement, du manque que cela laisse face à un éprouvé de passivité trop important pour l'être. La question qui se pose pour ces patients qui arrivent dans nos consultations, c'est donc d'abord, avant tout, la question de comment il est possible de passer de l'excitation à la mise en représentation. Lorsque j'examine le doom scrolling de Valérie sur les réseaux sociaux, et si je lui demande de dire à voix haute ce fil d'actualité, c'est pour mettre en association libre ce qu'elle cherche derrière cette excitation traumatogène. Sa nièce, c'est les petits pois, Bagdad, un cake au chocolat, anti-vax, vacances, Kaboul. Cette excitation omniprésente est toujours articulée à la question du traumatisme chez Freud et ses élèves, et on comprend pourquoi. Je pense que c'est à considérer comme un appel, rejoignant par là et la cartographie que vous avez vue ce matin et beaucoup des propos qui ont été développés. Le clinicien occupe là une position fondamentale car il doit soutenir la reprise de ce travail de représentation pour faire ensuite entrer l'être dans une possibilité de construire son histoire autrement. Soutenir le travail de représentation, c'est quoi? C'est ne pas rester silencieux, lui aussi, face au récit traumatique. Bien sûr que les fantasmes et l'imaginaire colorent le traumatisme, et vous savez combien la mémoire traumatique est paradigmatique de cette coloration. Il y a le réel, extraordinaire, bousculant les lois de la psyché. Il y a aussi cette accroche sensorielle d'une extrême précision, des sons, des odeurs, des gestes et des couleurs gravées dans le marbre. Puis il y a une aura d'imprécision et d'arrangement qui, comme une ultime tentative de compréhension, comble la faille de l'irreprésentable et de l'irreprésenté
pour reprendre un néologisme cher à la Revue française de psychanalyse depuis le début des années 90. Ne pas rester silencieux donc face à cette faille. Je vais donner un exemple pour Valérie. Lorsqu'elle m'explique qu'il y a eu un dîner de famille pour l'anniversaire de son père, tout le monde est là, y compris l'oncle. Ça part de l'actualité, des hashtags balance ton porc et MeToo. Ça se dispute même un peu sur la responsabilité des femmes dans les agressions qu'elles subissent. Ça part de la Familia Grande de Camille Kouchner. Et en séance, ça parle aussi de son effroi à elle, qui raconte avoir reçu un texto de cet oncle durant le repas, lui présentant ses excuses et la remerciant de conserver le secret sur sa faute. Elle n'a pas répondu, personne ne sait, personne ne dira rien, je pense à sa mère et à sa sœur, même pas elle. En séance, elle n'est plus dans l'effroi, puisqu'elle pleure. Je sors de mon silence, je râle, je refuse qu'elle me mette perpétuellement en témoin de ses heurts avec la vie, surtout si c'est pour à chaque fois dire qu'elle n'a rien dit, qu'elle n'a rien fait, et que la chose est passée encore sans qu'elle occupe une autre place que la passivité qui est à l'origine de sa souffrance. Ne pas rester silencieux lorsqu'elle se demande s'il ne faut pas qu'elle retire sa plainte pour être tranquille avec la machine judiciaire. Ne pas rester silencieux lorsqu'elle peut créer des situations pour se faire à nouveau bousculer par la vie, comme le délaissement de son hygiène qu'elle a interprété comme un moyen de se faire rejeter par l'autre. Ne pas rester silencieux lorsqu'elle recherche l'excitation de la répétition, mais qu'elle n'en profite pas pour aller au bout du travail de représentation, c'est-à-dire quand ça reste du côté de la jouissance et que par peur, elle n'ouvre pas la voie à un destin positif et organisateur du traumatisme. Pour finir, je dirais que le clinicien pourrait gagner à examiner, par exemple, finement l'utilisation des réseaux sociaux, mais aussi les secrets dans les familles, qui peuvent constituer des tâches aveugles et des puits d'angoisse à cause de cristallisation. Mettre en place un secret, c'est retenir une parole qui devrait être dite. C'est constituer un savoir dont on entend les vibrations, mais qui ne se représente pas. Si les silences et les secrets peuvent devenir traumatiques, c'est aussi parce qu'ils peuvent devenir organisateurs en contribuant à éviter les changements vécus comme menaçants. Une parole qui n'est pas dite, y compris par le clinicien donc, peut contribuer à maintenir une homéostasie, entérinant un choix impossible, dire et perdre une organisation, ou souffrir, mais être organisé. La psychanalyse offre cela, transformer les menaces en opportunités et en étapes constructives. Merci.